On est très heureux d'accueillir René Trocaz, l'ambassadeur René Trocaz, qui est actuellement consul général de France à Jérusalem et qui est en quelque sorte, qui joue le rôle d'ambassadeur à Jérusalem et notamment dans la relation avec les Palestiniens, comme vous le savez. Et cette réunion est évidemment très importante. Elle était calée bien avant, mais elle se tient quasiment un mois jour pour jour après la journée du 10 mai dernier qui a été marquée, vous vous en souvenez, par de très durs affrontements sur l'esplanade des mosquées et dans la soirée par le déclenchement par le Hamas des premières salves de roquettes. Merci, Monsieur le Consul général, de vous être rendu disponible pour cette audition. Je sais que cette période est difficile pour vous, car évidemment, vous êtes un observateur et un acteur très attentif dans cette crise. Vous avez vécu au cœur de cet embrasement aussi soudain que meurtrier. Je rappelle qu'il y a eu de nombreux morts de chaque côté. Et bien évidemment, nous allons vous écouter avec la plus grande attention, d'une part sur le déroulement de la crise, les responsabilités et les significations profondes, c'est ça qui nous intéresse, mais aussi sur l'avenir du cessez-le-feu du 21 mai, qui nous paraît une fois de plus particulièrement fragile. Avant tout, je veux saluer votre action. Nous nous connaissons bien. Vous m'avez accueilli à Chypre et vous avez fait un travail extraordinaire pour le compte de notre pays à Chypre. Et vous êtes maintenant un habitué des postes sensibles et compliqués, ce qui est un signe de vos hautes compétences et de l'attachement que le quai vous porte, bien sûr. Et donc, je veux au passage saluer à la fois votre action et celle de votre équipe dans une circonscription diplomatique particulièrement difficile. Vous veillez bien sûr à la sécurité de nos concitoyens, mais je rappelle que vous êtes aussi administrateur des domaines nationaux en Terre Sainte, vous nous en direz peut-être un mot, vous assurez la protection des communautés religieuses et vous entretenez, je l'ai dit tout à l'heure, notre relation diplomatique avec l'autorité palestinienne, ce qui n'est pas une mince affaire. En effet, votre circonscription s'étend de la Jordanie au territoire de Gaza. Donc, nous serions intéressés à ce que vous nous présentiez une analyse des événements et les prémices du reste d'une spirale de violence qui ont certainement des causes multiples. On a pu imputer la montée des tensions à Jérusalem à l'accélération du processus de colonisation, notamment dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, là même où des procédures d'expulsion visent des résidents palestiniens qui ont bénéficié de logements entre 1948 et 1967 pendant l'administration jordanienne et qui font donc l'objet de procédures d'expulsion. Ces procédures semblent avoir été renvoyées à une date ultérieure, vous nous direz ce qu'il en est. Il y a bien évidemment d'autres causes liées notamment à l'impasse politique du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce que vous partagez le constat selon lequel il n'y a plus de perspective ni de volonté pour avancer vers la solution à deux États, solution qui, je le rappelle, est toujours soutenue par la France, et ce, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues sur la base des lignes du 4 juin 1967 ? Y a-t-il du reste une solution alternative ? Faut-il imaginer un seul État et dans ce cas, selon quelle modalité ? La formule employée par notre ministre des Affaires étrangères sur, je cite, « le risque d'apartheid » n'est pas inédite, mais elle a fait réagir les autorités israéliennes. Elle repose sur la crainte d'une pérennisation d'une inégalité entre des droits d'une part du côté des Israéliens et moins de droits du côté des Palestiniens. S'agissant du processus électoral, la situation semble se débloquer côté israélien avec peut-être dans les prochains jours un événement majeur puisqu'on pourrait connaître un débouché à la crise politique avec l'investiture par la Knesset d'une coalition qui réunit Yair Lapid, Naftali Bennett et Mansour Abbas, le chef du parti conservateur islamiste. Là aussi, vous nous direz où nous en sommes aujourd'hui car les événements se succèdent quasiment jour par jour. En revanche, côté palestinien, une fois de plus, les législatives ont été reportées par l'autorité palestinienne pour toutes sortes de bonnes et peut-être mauvaises raisons. Vous nous direz ce que vous pensez d'une relance du processus électoral palestinien et nous direz si c'est enfin possible.
vous êtes déjà venu devant cette commission, donc vous savez comment nous travaillons. Nous allons vous entendre pendant un quart d'heure et puis après, je pense que nous aurons quelques questions à vous poser. Malheureusement, nous n'aurons pas un sénateur qui s'occupe particulièrement de cette affaire, c'est Gilbert Roger, qui, vous le savez, soutient la cause des Palestiniens. Il est malheureusement hospitalisé. Enfin, je pense que son état est stationnaire d'après les informations que j'ai pu avoir, mais on lui souhaite un prompt rétablissement. Et je précise donc que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui va être retransmise en direct sur le site internet du Sénat et que vous pourrez consulter à la demande. Cher René Trocaz, cher consul général, vous avez maintenant la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'abord de vos mots aimables et je suis extrêmement heureux, sensible et je mesure la responsabilité que ça représente pour un représentant de la France d'être auditionné par cette prestigieuse commission des affaires étrangères de la défense du Sénat. Je vais essayer donc de vous présenter les choses de la manière la plus synthétique possible sur les derniers événements. D'abord, un retour sur les faits, ensuite essayer d'entrevoir les conséquences et peut-être d'esquisser ce que peuvent être les perspectives pour la suite. J'ai bien noté par ailleurs, Monsieur le Président, les points que vous avez soulevés dans votre exposé liminaire. Donc, je vous salue toutes et tous, mesdames et messieurs les sénateurs, et je vais essayer donc d'abord de commencer en revenant sur les faits qui se sont produits et qui ont amené à la situation dans laquelle nous nous trouvons ici et que nous observons à Jérusalem. Les éléments de contexte, il y en a un sur lequel je ne m'étendrai pas parce que je ne le suis pas directement, mais vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, ce sont les élections israéliennes. Les quatrièmes élections en 2 ans, avec toujours cette incertitude électorale qui tient peut-être au mode de scrutin, qui est un scrutin intégralement proportionnel. Toujours est-il que là, on semble s'acheminer, peut-être dimanche à la Knesset, à la désignation d'une nouvelle majorité, d'un nouveau Premier ministre, avec un ensemble de majorités extrêmement hétéroclite, il faut bien le dire, puisque ça va à la fois du parti Yamina, conduit par M. Bennett, dont je comprends qu'il pourrait être le premier ministre de cette nouvelle formation, au parti RAM, qui est un parti islamiste israélien, en passant par des partis de gauche, comme le Meretz, des partis du centre, voilà. Mais enfin, mon collègue ambassadeur à Tel Aviv pourrait en parler mieux que moi. Donc ça, c'est le premier élément de contexte, et bien évidemment, ça pèse sur la situation générale. À l'inverse, si je puis dire, là où il y a peut-être, je ne dirais peut-être pas trop d'élections, mais beaucoup d'élections côté israélien, des législatives tous les 6 mois, il y a certainement une pénurie de l'autre côté, c'est-à-dire du côté palestinien. Les dernières élections législatives palestiniennes se sont tenues en 2006, et ceci 1 an après la mort d'Arafat, donc, il y avait eu des élections en 2005 pour la désignation du président Abbas, qui avait été élu au suffrage universel, puis les élections législatives en 2006 qui avaient abouti à la victoire du Hamas. Qu'a-t-on observé au cours des derniers mois? Nous, ici à Jérusalem, avec l'ensemble de la communauté internationale, nous avons suivi donc ce processus électoral qui devait se dérouler, ce qu'il faut et qui n'a pas abouti, et les élections ayant été reportées sine die. Ce qu'on peut en retenir, c'est d'abord que la moitié de l'électorat palestinien, si les élections avaient bien eu lieu, aurait voté pour la première fois de sa vie. C'est donc un électorat très jeune. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une envie d'élection et de démocratie. J'en veux pour preuve, d'abord, le nombre d'inscrits sur les listes électorales, 93%, soit 10 points de plus qu'en 2006, et d'autre part, le foisonnement des listes électorales, 36 listes. Et on a pu noter, au-delà de ces chiffres, un véritable engouement pour la chose électorale. J'ajoute, ces élections auraient eu comme mérite, comme toute élection, de relégitimité l'autorité palestinienne qui, très honnêtement, procède maintenant par décret et qui, au fil du temps, se trouve de moins en moins légitime au regard de sa propre opinion publique. Tout ceci pour dire, et ça a sans doute pesé sur la suite des événements, immédiatement après,
qu'il y a quand même eu une frustration sourde, mais forte, dans l'opinion palestinienne, opinion jeune, et qui n'a pas voté depuis 15 ans. La question, je l'aborde tout de suite, que vous avez évoquée, Monsieur le Président, de la relance du processus électoral palestinien. Bien sûr, nous sommes favorables à cette perspective. Quand je dis nous, c'est la France, mais l'Union européenne également. Disons les choses comme elles se présentent. Après les événements de ces dernières semaines, là où certains avaient quelques craintes que le Hamas ne gagne les élections, là, honnêtement, ce serait mentir que de ne pas dire qu'il est au fait de sa popularité en ce moment. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en considération. La raison pour laquelle les élections n'ont pas eu lieu, en tout cas la raison qui a été invoquée, c'est qu'à la différence de 2005 et de 2006, les Palestiniens, l'autorité palestinienne n'a pas pu obtenir l'assurance des Israéliens que le scrutin se tiendrait également à Jérusalem-Est. Là aussi, un mot de précision, sans entrer dans trop de détails. Ce que les Palestiniens, pour être très clair, attendaient, là où il y a à peu près 150 000 électeurs inscrits à Jérusalem-Est, sur une population totale palestinienne de Jérusalem-Est qui est supérieure à 350 000 personnes. C'était qu'en 2006, à peu près 5 000 personnes avaient voté. Il pouvait même y en avoir un peu moins. Les gens avaient voté dans des bureaux de poste. Et au fond, ce que les Palestiniens voulaient, c'était que même symboliquement, on puisse avoir une expression du vote à l'urne, et pas seulement du vote électronique, à Jérusalem-Est. Voilà. Donc c'est l'argument qui a été invoqué et qui a fait que, effectivement, les élections n'ont pas eu lieu. Certains commentateurs considèrent qu'il y avait peut-être d'autres raisons, d'une autre nature, par exemple l'incertitude du parti dominant, le Fatah, de gagner les élections, non pas tellement parce qu'il était minoritaire, mais parce qu'il était divisé en plusieurs listes. La liste officielle, si je puis dire, une liste dissidente de gens venant du Fatah avec le soutien de Marwan Barghouti, qui, comme vous le savez, est détenu à vie en Israël, et puis une liste d'une autre obédience conduite ou soutenue par Mohamed Dahlan, qui est un opposant résolu au président Abbas et qui se trouve aux Émirats et qui dispose de moyens assez conséquents. Bref, les élections n'ont pas eu lieu. Et c'est dans ce contexte que les violences sont apparues à Jérusalem, en Cisjordanie, puis à Gaza et en Israël. Je ne veux pas revenir sur tous les événements, je vais essayer de m'en tenir aux têtes de chapitre. Il y a d'abord eu, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, cette affaire hautement symbolique, très sensible, des menaces d'éviction d'habitants, de résidents palestiniens de Jérusalem-Est, hein, qui sont non pas des habitants des territoires palestiniens, mais des Palestiniens de Jérusalem, du quartier de Sheikh Jarrah. En réalité, il s'agit de quelques maisons, mais c'est une affaire extrêmement symbolique et très fortement politique qui s'inscrit dans tout le cadre de la politique d'implantation croissante d'Israéliens à Jérusalem-Est. Je peux d'un mot vous dire, donc effectivement, et vous l'avez rappelé, qu'il s'agit d'une affaire qui remonte avant 1948 et que visiblement, il y avait, je dis visiblement parce que tout ça repose aussi sur des questions de titre de propriété, je ne veux pas aller trop loin dans les détails, mais simplement, il y avait sans doute, très probablement, des communautés, enfin des résidents juifs avant la création de l'État d'Israël dans cette partie de Jérusalem. En 1948, des Palestiniens de l'Ouest, des Palestiniens qui allaient devenir l'État d'Israël, ont été transférés, expulsés, et se sont installés dans ce quartier jusqu'en 1967. À cette époque-là, tout de même, ils avaient bénéficié d'un accord conclu entre les Nations Unies, l'UNRWA, l'Agence pour les réfugiés palestiniens, et la Jordanie, ceci en 1954, leur permettant de s'installer dans ces maisons. En 1967, guerre des 6 jours, conquête de Jérusalem par Israël, la question se trouve posée différemment, et en 1970, Israël a voté une loi sur les affaires juridiques et administratives qui permet aux citoyens israéliens juifs de revendiquer des biens perdus en 1948 à Jérusalem-Est. Je précise, la symétrie, la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que des Palestiniens qui avaient perdu leur propriété à l'ouest de Jérusalem ou ailleurs en Israël
ne pouvait pas en réclamer la propriété. Bref, c'est sur cet historique, que je pourrais détailler si vous le souhaitez, qu'est intervenue la mesure d'éviction, sachant que les tribunaux israéliens ont eu à plusieurs reprises à se prononcer, soit dans un sens, soit dans l'autre, sur cette question. Il est évident que cette affaire dépasse de très loin le cadre d'une affaire domaniale privée et qu'elle a un fort retentissement politique, puisque même le président Biden, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères américain l'ont évoqué soit nommément, soit de manière explicite. Et que bien évidemment la France a fait référence aux Nations Unies au cas spécifique de Cheikh Jarrah. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente de procédures juridiques, et nous comprenons de la position d'abord de la communauté internationale, des États-Unis notamment, qu'il y a un appel très net aux autorités israéliennes pour ne pas prendre de mesures unilatérales. Ensuite de cette affaire, quelques centaines de mètres plus bas, on parle de 500-600 mètres, moins d'un kilomètre plus bas, porte de Damas, à l'entrée de la vieille ville, dans la partie est de Jérusalem, en plein pendant la période du Ramadan, un certain nombre d'incidents se sont produits. Là aussi, comme souvent ici, les choses partent de d'événements qui ont une apparence anecdotique et qui ont ensuite un retentissement considérable. De quoi s'agit-il? La porte de Damas est une des portes de la vieille ville de Jérusalem, et à l'entrée de celle-ci se trouve une sorte de des entrées en marche d'escalier, un petit peu en forme d'amphithéâtre, sur lesquelles la police israélienne avait installé des barrières pour éviter les attroupements. Et c'est à propos de cette affaire, les barrières, que des tensions, des affrontements, puis des violences ont éclaté entre de jeunes, très jeunes palestiniens de Jérusalem et la police israélienne. L'affaire a pris une telle ampleur que la police israélienne a décidé de retirer les barrières, ce qui a apaisé les choses, mais on a eu quand même plusieurs nuits de très grandes tensions qui se sont soldées par des blessés, des attaques de part et d'autre, et une effervescence absolument considérable dans la ville. Troisième élément de ce scénario, de ce déroulé de la violence, là aussi vous l'avez évoqué, la planète entière l'a suivi, ce sont les tensions sur l'esplanade des mosquées, avec des milliers de fidèles musulmans qui se sont regroupés pendant la période du Ramadan, la police israélienne qui est montée sur l'esplanade, des échauffourées qui ont eu lieu, des violences, y compris à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Je ne reviens pas sur tout ce que l'on connaît, je veux juste dire une chose à ce sujet, c'est qu'il faut bien mesurer, mais vous le savez, j'imagine, que des chaînes satellitaires, des chaînes comme Al Jazeera, qui touchent des centaines de millions de gens, ont retransmis en direct pendant des nuits entières les événements de Jérusalem. On voyait la porte de Damas, la mosquée, l'esplanade des mosquées, Cheikh Jarrah, voilà. Donc je veux dire que ces images-là sont présentes dans l'esprit de millions et de millions de personnes qui les ont suivis en direct tous les soirs pendant une dizaine de jours. Quatrième temps, Gaza. Le Hamas avait prévu Israël que si les tensions continuaient de se poursuivre sur l'esplanade des mosquées, il interviendrait. Ces menaces ont été mises à exécution puisque le 10 mai, le Hamas a tiré une dizaine de roquettes en direction de Jérusalem. Aucune n'est tombée sur Jérusalem, elles ont été interceptées. Une est tombée en banlieue de Jérusalem, sur la route entre Jérusalem et Tel Aviv, mais ça a été le déclic à partir duquel l'enchaînement s'est suivi. Et là, on a assisté effectivement à un déferlement de roquettes, plus de 4200 ou 4400 roquettes tirées depuis la bande de Gaza sur, au fond, le cœur économique, humain, démographique d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël s'est trouvé, aéroport Ben Gurion compris, en réalité paralysé et sous la menace constante pendant plusieurs jours. Une ville comme Tel Aviv a vécu à ce rythme pendant plusieurs jours, ce qui a naturellement, et c'est bien compréhensible, provoqué un effet de sidération et a entraîné aussitôt la réplique que l'on sait. Effet de sidération car, d'une part, les roquettes du Hamas vont beaucoup plus loin que par le passé. Il semble de sources convergentes qu'elles soient plus puissantes, qu'elles aient une portée
bien plus importantes qu'avant. Leur nombre exact, on ne le connaît pas, mais on l'estime à un ordre de grandeur allant de 15 à 20 000 roquettes. Et on considère que le potentiel militaire du Hamas et du djihad islamique, qui sont depuis la bande de Gaza, qui tirent donc depuis la bande de Gaza et exclusivement depuis la bande de Gaza, reste quand même considérable. Il doit rester quelque chose comme, je sais pas, 10 à 15 000 roquettes. Donc voilà, c'est dire que le potentiel est loin d'être décimé. Il n'est pas du tout, il a été entamé sans être décimé. Cinquième temps, tout à fait important, je ne dis pas que c'est le plus important, mais en tout cas, il est tout à fait significatif et il éclaire d'un jour nouveau les événements, la situation actuelle et peut-être les perspectives à venir. C'est ce qui s'est produit dans les villes, ce qu'on appelle mixtes en Israël, c'est-à-dire des villes où des ressortissants arabes israéliens coexistent en nombre important avec des citoyens, leurs compatriotes israéliens juifs. À Jaffa, à Saint-Jean-d'Acre, à Haïfa, On a une petite interruption du son. Je ne sais pas s'il me voit. Vous m'entendez, monsieur l'ambassadeur? dans ces villes. Oui. Et donc ça, c'est un facteur tout à fait essentiel à avoir à l'esprit. Sur les victimes, le bilan est connu. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que il nous a manqué une partie de phrase et vous étiez justement sur un point important. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous le redire parce qu'il y a eu une interruption de la liaison. Je pense que le cinquième élément était important. Les villes mixtes, c'est-à-dire les villes qui, en Israël, avec des citoyens israéliens juifs et des citoyens israéliens arabes, sont un point tout à fait essentiel car les tensions qui ont eu lieu et à Gaza et à Jérusalem et aussi par extension en Cisjordanie ont eu une répercussion immédiate en Israël auprès de la minorité arabe israélienne. 20% de la population, des villes comme Jaffa, Bat Yam, Lod, à côté de l'aéroport, Saint-Jean-d'Acre, Haïfa, Ramleh et d'autres, ont été le lieu d'affrontements très violents entre des citoyens israéliens, juifs et arabes. Et le ministre israélien de la Défense, M. Gantz, pendant l'opération militaire israélienne à Gaza, a indiqué que ce qui se passait en Israël même, entre les communautés, était plus important même que l'opération militaire à Gaza. Et je pense que ceci en dit long, et la personne qui l'a dit sait manifestement de quoi elle parle. Et donc ça, c'est une tendance, ou en tout cas un facteur, dont on doit avoir pleinement conscience pour l'avenir. Un mot lapidaire, mais malheureusement est bien sec au regard de la souffrance humaine de part et d'autre. Vous savez qu'il y a eu à peu près 260 personnes tuées à Gaza, 66 enfants. Nous comprenons qu'Israël s'est efforcé de cibler ces frappes pour préserver autant qu'il était possible la population civile. Mais enfin, vous savez toujours que dans une opération de cette nature, la population civile ne peut pas être épargnée. Donc, il y a eu quand même de nombreuses victimes sur une opération qui a duré une dizaine de jours. Du côté israélien, on a dû déplorer 12 personnes tuées. Et je crois que ce qui est important aussi à redire, c'est cet effet de sidération qu'on a vécu, nous, ici, physiquement, en voyant combien des villes comme Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon, enfin, le cœur économique, encore une fois, d'Israël était paralysé pendant plusieurs jours. Ce qui, bien évidemment, a fait mesurer la fragilité de la situation et peut-être même la vulnérabilité de celle-ci. Ce qu'on peut quand même considérer en établissant le lien entre les différents éléments, c'est que je vous parlais des élections palestiniennes qui n'ont pas eu lieu, des tensions qui ont ensuite éclaté partout sur cet ensemble Israël-Palestine. C'est au fond, on peut considérer de manière paradoxale, pour risquer une formule, que la Jérusalem palestinienne, d'une certaine manière, n'a pas voté, puisque personne n'a voté, mais s'est exprimé, ce qui prouve qu'il y a véritablement un ressort humain et politique très puissant parmi les Palestiniens de Jérusalem. Je note que les
les gens qui sont descendus dans les rues, qui ont manifesté du côté palestinien, car il y en avait également du côté israélien, sont des gens très jeunes. On a vu dans la rue des gens, des adolescents de 14 ans, 15 ans, sortir massivement, sans mot d'ordre, sans être, je crois, instrumentalisés, mais spontanément. Ce qui en dit long sur la frustration de cette jeunesse et de cette population palestinienne dont je rappelle tout de même qu'elle représente, enfin les résidents palestiniens de Jérusalem, 40% de la population de Jérusalem. 40% des habitants de Jérusalem sont des résidents palestiniens au sein de cette grande municipalité. La deuxième chose, c'est que Gaza, la bande de Gaza, n'a pas voté non plus, bien sûr, mais s'est également exprimé de la manière la plus puissante et la plus violente possible. Et donc là aussi, s'est produit effectivement une expression politique qui, à défaut d'expression démocratique dans les urnes, a abouti à ce déferlement de violence. Quelles sont les conséquences? La première conséquence du côté palestinien, je m'en tiendrai à cela, c'est que le Hamas a repris le flambeau et qu'en réalité, l'autorité palestinienne a été marginalisée par tout ce qui s'est produit. L'autorité palestinienne, au fond, a suivi les événements, les a subis, plus qu'elle ne les a menés, conduits ou maîtrisés. La deuxième chose, c'est qu'on a observé, et ça c'est tout à fait symptomatique, une forme de retour de l'unité palestinienne, de l'unité démographique, si je puis dire, c'est-à-dire à Jérusalem, en Cisjordanie, où il y a eu des mouvements, des tensions, il y a eu une vingtaine de morts en Cisjordanie, surtout sur des points de passage, des points de contrôle avec de l'armée israélienne. Dans la bande de Gaza, en Israël même, je l'évoquais avec ces manifestations, disons que les Palestiniens, quel que soit leur statut, arabes israéliens, habitants de Gaza, habitants de la Cisjordanie, résidents palestiniens de Jérusalem-Est, ont réagi à l'unisson. Ce qui d'ailleurs, comme je vous l'indiquais, a fait dire au ministre de la Défense israélienne qu'il y avait là un sujet effectivement de préoccupation durable. Ça veut dire que ce à quoi on assistait, et sur le plan interne et diplomatiquement, c'est le retour de la question palestinienne. Il y a, je crois, une sorte de réplique sismique inverse aux 4 années que nous venons de vivre, qui sont celles de l'administration Trump, qui avait pris un certain nombre d'initiatives en direction d'Israël et de la Palestine et de la région. Là, il y a un peu un retour de l'histoire qui me paraît être un facteur profond. En tout cas, ce qu'on peut dire sans rien préjuger de l'avenir, c'est que la question palestinienne se pose et que la question du conflit israélo-palestinien reste, qu'on le veuille ou non, et peut-être sous une forme différente, comme vous l'évoquiez, Monsieur le Président, ouverte. J'ai tendance à penser, comme beaucoup d'autres, que dans ce domaine, les idées peut-être trop simples ne sont pas forcément les meilleures. La France a eu un rôle majeur. La France a eu un rôle majeur. Le président de la République, vous le savez, a pris des initiatives en coordination avec nos partenaires égyptiens et jordaniens, avec le président Sisi, pour œuvrer en concertation ensuite avec les États-Unis et avec la communauté internationale à l'établissement d'un cessez-le-feu. Je le dis parce que nous ne sommes pas du tout restés inactifs. La France a eu un rôle de premier plan, passant les messages. Le président de la République a appelé le Premier ministre Netanyahou, le Premier ministre israélien. Il a appelé le président Abbas à inviter au retour au calme et à œuvrer diplomatiquement en ce sens. Les États-Unis, pris sans doute par l'événement et par l'enchaînement de violences, se sont d'une certaine manière réengagés, peut-être, ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est l'impression que cela donne, peut-être plus vite et plus qu'ils ne le souhaitaient initialement. Là aussi, le président Abbas le président Biden a appelé le président palestinien une fois pendant 3/4 d'heure. Il a appelé, bien évidemment, à plusieurs reprises le Premier ministre israélien. Le ministre des Affaires étrangères américain, Blinken,
est venu ici. Et au fond, ce que l'on retient de ce qui nous a été dit par nos interlocuteurs palestiniens, c'est que les Américains veulent maintenant aller de l'avant en soutenant l'autorité palestinienne, d'une part, qui reste l'acteur reconnu par la communauté internationale, et quoi qu'on puisse en dire, c'est l'acteur, le facteur et l'acteur de stabilité, se réengager financièrement et trouver les moyens d'aller dans ce sens vis-à-vis des Palestiniens et vis-à-vis des agences des Nations Unies qui les soutiennent. Je pense ici à l'UNRWA, auquel les Américains ont déjà repris, après 5 ans d'interruption, leur versement. Est-ce que cette situation, qui, comme toujours ici, part de facteurs locaux, parfois même de facteurs qui sont d'apparence, je dis bien d'apparence, presque anecdotiques et qui produisent ensuite une déflagration politique et diplomatique majeure et de sécurité, est-ce que cela peut avoir des incidences sur des évolutions qu'on avait notées ces dernières années? Je pense aux accords de normalisation entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Il est peut-être un peu trop tôt pour l'affirmer. On peut sans doute penser que les fondamentaux de ces accords de normalisation ne sont pas remis en question. Ce qui est certain, c'est que, à des degrés divers, mais du Maroc aux Émirats arabes unis, du Bahreïn à l'Arabie, qui, elle, n'a pas normalisé, au Koweït et dans l'opinion arabe, on a vu un raidissement très net qui s'est traduit à l'organisation de la conférence islamique, qui s'est traduit à la réunion de la Ligue arabe. Il y a véritablement eu un retour de la solidarité, alors peut-être verbale, mais en tout cas assez net vis-à-vis des Palestiniens. Et ça, c'est un facteur qui change la donne et qui, je le pense, mais nous verrons à l'avenir ce qu'il en est, encore une fois, je ne préjuge rien, aura pour effet quand même de modérer ou de ralentir les mouvements de rapprochement entre Israël et les différents pays qui ont normalisé. Je ne dis pas que ces accords sont remis en cause, je dis juste qu'il y a un coup de froid et la question qui est posée est de savoir s'il s'agit de quelque chose de temporaire ou au contraire d'un mouvement plus durable, étant entendu qu'une grande partie de l'opinion arabe, et ceci dans tous les pays, y compris les pays qui ont normalisé, reste fondamentalement sceptique, pour ne pas dire hostile, à ces perspectives. Et donc, c'est quelque chose dont les gouvernements de ces pays devront tenir compte. Troisième volet, et je vais aller vite maintenant, quelles sont les perspectives? La première, c'est la plus immédiate, c'est la perspective du cessez-le-feu. Le représentant des Nations Unies pour le processus de paix, M. Thor Vedesland, norvégien, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui a été reçu à Paris également il y a quelques mois de cela, nous confirme que le cessez-le-feu est fragile. Tout le monde en a bien conscience, personne ne veut que la violence reparte, personne ne veut que des missiles soient lancés de nouveau depuis Gaza, personne ne veut que la population de Gaza, que la bande de Gaza soit de nouveau soumise à des bombardements importants. C'est la raison pour laquelle, ici même à Jérusalem, les autorités israéliennes font preuve de beaucoup de prudence dans tout ce qui se passe. Je pense par exemple à une marche qui était prévue, la marche de Jérusalem, qui avait été reportée, dont le parcours a été dévié, avec qui réunit des citoyens israéliens. Une marche des drapeaux, qui est d'inspiration un peu similaire, doit se tenir la semaine prochaine. La question de son parcours est posée. Pour dire les choses de manière un peu illustrée, si elle traverse la vieille ville et les quartiers musulmans de la vieille ville, on craint des tensions. Et encore une fois, ce sont des choses, locales, des facteurs locaux qui sont potentiellement déclencheurs de grandes tensions et de grandes violences. Ce à quoi nous sommes confrontés maintenant, c'est la question de la reconstruction de la bande de Gaza. Bande de Gaza, 2 200 000 habitants aujourd'hui. Les perspectives à 25 ans, c'est plus de 5 millions d'habitants. Donc là, on a un sujet majeur. Dans l'immédiat, ce qu'on entend dire, au fond, il y a 2 options pour la reconstruction de la bande de Gaza. Il y a soit une reconstruction qui se limiterait, si je puis dire, à des considérations humanitaires, au volet humanitaire. Les Nations Unies ont lancé un appel interagences pour mobiliser 95 millions de dollars pour répondre aux besoins immédiats de la population de Gaza, qui manque d'électricité, qui manque d'eau et qui vit dans une situation qui objectivement ne peut pas être considérée comme satisfaisante, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Égypte joue un rôle majeur, elle a joué un rôle majeur, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour
amené le Hamas et le djihad islamique à retrouver, à œuvrer en direction du cessez-le-feu. Donc, elle a été un intermédiaire, ce qui prouve au passage son rôle qui reste tout à fait conséquent. L'Égypte reste un acteur de tout premier plan sur la bande de Gaza. Elle a manifesté l'intention de participer à la reconstruction de celle-ci. Se pose la question aussi des moyens financiers mis par le Qatar jusqu'à présent, des sommes considérables qui permettaient à un filet de sécurité sociale, en quelque sorte, dans la bande de Gaza, avec des transferts financiers en liquide de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros tous les mois depuis des années. Ceci, bien sûr, en accord avec les autorités israéliennes, comme on peut l'imaginer. Ce que les Israéliens ne veulent plus, c'est que l'argent du Qatar puisse être détourné et servir à armer le Hamas. Donc la question humanitaire est la première question immédiate qui se pose à la reconstruction de la bande de Gaza. Des objections de deux natures sont formulées par différents observateurs, par différents acteurs de terrain, qu'ils soient palestiniens, communauté internationale. La première, c'est de dire, mais est-ce qu'on va reconstruire Gaza pour le redémolir dans 5 ans? Ça n'a pas de sens, ni financièrement, ni humainement, ni politiquement. Et la deuxième, ça n'est pas une objection, mais c'est une perspective, c'est de considérer que le problème à Gaza n'est pas seulement un problème humanitaire, c'est aussi un problème humanitaire, mais c'est d'abord un problème politique, un problème qui est lié au blocus de Gaza depuis 14 ans et à la perspective de développer ce territoire de telle sorte qu'on puisse, dans l'intérêt même de toutes les parties, à commencer par Israël, à parvenir à une plus grande stabilité. Un territoire où le chômage des jeunes est de l'ordre de 60 à 70%, où la moitié de la population est en dessous, est sans emploi, où une grande partie de la population est en dessous du seuil de pauvreté, où la démographie est galopante, à l'évidence, ne peut pas être un élément de stabilité sur la durée. Donc il y a un vrai sujet, et il y a un sujet politique, et le sentiment que l'on peut avoir, c'est qu'il y a un sujet politique qui est adressé à la communauté internationale dans son ensemble. Soit on fait de l'humanitaire, ce qui est nécessaire à très court terme, et la France y est prête, et l'a dit, les États-Unis également, soit on envisage les choses de manière plus structurelle, en quelque sorte, pour voir si et comment il est possible de trouver des solutions pour un règlement politique de la situation à Gaza. À la fin de cette semaine, et toujours dans cette perspective de reconstruction de Gaza et d'apaisement des tensions, l'Égypte accueille au Caire l'ensemble des factions palestiniennes, les principales d'entre elles, le Fatah, le Hamas, pour essayer de trouver les moyens de s'accorder sur les modalités d'une reconstruction. Nous, ce que nous avons eu comme indication de la part de nos interlocuteurs israéliens, c'est qu'ils sont prêts à aider à cette démarche, mais entendent assurer un contrôle plus strict des moyens financiers qui seront acheminés vers la bande de Gaza. La question de l'accès à la bande de Gaza, non seulement des personnes, mais également des biens, des marchandises et de tout le matériel et l'équipement nécessaire pour le développement est un sujet vital. L'autre perspective pour les Palestiniens, c'est la question de savoir si, compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'élection, ils se lancent dans la création d'un gouvernement d'unité nationale. La question est ouverte, un gouvernement technocrate qui permettrait, au fond, d'englober toutes les factions sans véritablement qu'elles soient représentées dans ce gouvernement. Voilà, je m'arrête là, je pense que j'ai été trop long. Je retiens 2 idées. C'est que dans cette affaire, on a vu la centralité de Jérusalem, car c'est quand même de Jérusalem que sont partis Cheikh Jarrah, la porte de Damas, l'esplanade des mosquées, toute cette déflagration. Et le deuxième point que je retiens, c'est le retour de la question palestinienne qu'on avait peut-être un peu vite enterrée au cours des années précédentes. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce que je pouvais vous dire à ce stade. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'une présentation très complète que vous nous avez fait en soulignant bien à la fois la dimension factuelle et puis les analyses que l'on peut tirer. Avant de passer, j'ajoute d'entrée de jeu à mes collègues une question. Qu'est-ce que, si dimanche soir, une nouvelle coalition domine la Knesset avec un nouveau Premier ministre, quels sont les changements qui pourraient intervenir à la fois dans la politique
d'identification de nouveaux terrains occupés, de nouveaux territoires occupés. Est-ce qu'on connaît d'ores et déjà le programme de M. Bennett sur ce sujet? Est-ce qu'il y a une évolution à attendre qui pourrait calmer le jeu? Ou bien est-ce que pour l'instant, la coalition n'ayant pas encore été constituée, on n'est pas très au fait de ce qui risque de se passer? S'il y a un départ de M. Netanyahou, c'est quand même un changement absolument considérable dans le paysage régional. Alors, tout à fait. Oui. Allez-y, puis après on va prendre toute la question, mais c'est pour aussi cadrer un petit peu le débat qu'on va avoir, parce que le changement risque d'intervenir dans les jours qui viennent. Je serai très rapide. Comme je vous l'ai dit, c'est une question sur laquelle mon collègue ambassadeur à Tel Aviv serait plus légitime que moi à répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que le caractère hétéroclite de la coalition qui s'apprête à prendre les rênes du gouvernement d'Israël amène à considérer qu'au fond, il va y avoir sans doute, mais je suis prudent dans mon propos, hein, je ne veux pas du tout être catégorique, un effet de neutralisation interne. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui sont contre le développement de la colonisation, d'autres qui y sont favorables, des partis qui étaient favorables à l'annexion de la vallée du Jourdain, un parti islamiste arabe. Donc tout ceci pour dire que le pronostic qui est fait, y compris par les observateurs israéliens, tels que je peux les lire et les consulter, c'est que au fond, tout ça risque ou peut se neutraliser, et qu'en réalité, on sera peut-être dans une situation de statu quo. Je le dis avec prudence, mais c'est la première impression qui ressort des concertations actuelles. Merci. Sans plus attendre la question de nos collègues, cette intervention. Joël Guerriau. Et vous pourrez répondre collectivement après, en fonction des thèmes qui vont être évoqués par mes collègues. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Consul Général, le regain de tension actuel entre Israël et la Palestine induit-il plus d'insécurité pour nos ressortissants? Et vous avez évoqué dans votre intervention El Jazeera au niveau de ses reportages. Alors il se trouve qu'El Jazeera, il y a 3 semaines, les bureaux d'El Jazeera à Gaza ont été bombardés par Israël. Il y avait également d'autres bureaux d'ailleurs d'une agence américaine. Israël a affirmé que c'était parce qu'il y avait un système de brouillage électronique. Est-ce que du Hamas, est-ce que vous avez d'autres informations sur cette question? Où est-ce que nous en sommes? Et puis enfin, la dernière question que je voudrais vous poser très rapidement, c'est quel est le niveau d'influence d'Hezbollah sur Jérusalem? Vous disiez tout à l'heure qu'à Jérusalem, il y avait 40% de Palestiniens, donc je considère que ça doit faire à peu près 350 000 Palestiniens. Est-ce que Hezbollah est acteur sur une partie de cette population, et en tout cas, qu'en est-il? Merci beaucoup en tout cas pour votre excellente intervention. Jean-Marc Todeschini. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'Ambassadeur. Ce n'est pas ma question. Je vais vous lire une question de notre ami Gilbert Roger qui est hospitalisé et qu'il aurait aimé vous poser. Certains points ont déjà été abordés. À la fin avril, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé le report des législatives. On l'a évoqué, elles étaient prévues le 22 mai dernier. Les dernières ont eu lieu en 2006. Ce scrutin avait alimenté une scission entre le Hamas, prenant le contrôle de la bande de Gaza, de l'autre le Fatah de Mahmoud Abbas, qui avait remporté la majorité en Cisjordanie. Quelles actions la France pourrait-elle engager pour aider les Palestiniens à reprendre un processus démocratique? Lors de votre audition, Monsieur l'Ambassadeur, devant le groupe d'amitié France-Palestine le 2 mars dernier, vous nous aviez fait part du sentiment d'abandon de Gaza par la Cisjordanie et Ramallah. Dans ces conditions, et alors que les gouvernements successifs ont échoué à organiser des élections générales, le rétablissement de l'unité interpalestinienne vous semble-t-elle encore possible? Quelle autre alternative politique y aurait-il? Je vous remercie. Merci Jean-Marc qui s'est exprimé au nom de Gilbert Roger. Maintenant Pascal Alizard. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Consul Général, merci pour cette présentation. Moi, j'aurais une question plus particulièrement centrée sur
les élections palestiniennes qui n'ont pas eu lieu, puisque effectivement ça vient d'être rappelé, les dernières datent de 2006. Dans un certain nombre d'enceintes, en ce qui me concerne, c'est l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, nous avons eu des interlocuteurs palestiniens jusqu'en 2019, et depuis 2019, plus personne, plus de contact, plus d'échanges. Et ma question est donc la suivante, qui dirige effectivement l'État, entre guillemets, palestinien, qui représente qui sont les interlocuteurs officiels ou pas, et en fait, quelle est leur vraie légitimité? Merci. Merci Pascal et les autres pour ces questions ramassées qui permettent à chacun de s'exprimer. Philippe Folliot. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Consul général, le 14 mai 2018, les États-Unis installaient leur ambassade à Jérusalem. Est-ce que pour vous, la nouvelle administration Biden va-t-elle pouvoir changer fondamentalement les équilibres au sein donc de ce cadre très compliqué des relations israélo-palestiniennes? Sans parler du fait de revenir sur ce choix qui a été fait, oui, contrairement, j'allais dire, à toutes les décisions, y compris de l'ONU, donc décisions internationales en la matière. Donc, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une évolution plus équilibrée de la politique américaine, donc au Proche-Orient, et en ce sens, est-ce que la France peut être un facteur d'accompagnement? Vous nous avez dit qu'elle avait joué un rôle essentiel, notamment en lien avec l'Égypte et la Jordanie pour le cessez-le-feu, mais après, pour essayer de revenir vers ce que je qualifierais comme étant l'état d'esprit d'Oslo, pour essayer de trouver une solution durable, est-ce que la France pourra jouer un rôle aux côtés des États-Unis en la matière? Merci Philippe. Alors maintenant, en visio, Pierre Laurent. Il branche son micro. Oui. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Vous avez beaucoup insisté sur l'action de la France en faveur du cessez-le-feu, tout en soulignant sa fragilité. Effectivement, le cessez-le-feu était nécessaire pour éviter l'escalade meurtrière qui avait démarré, mais elle n'est en aucun cas une solution, puisque s'il n'y avait que le cessez-le-feu, le statu quo actuel demeurerait, et on sait que ce statu quo est invivable pour les Palestiniens. Donc je crois que le cœur de la situation reste la situation de déni de droit que vivent les Palestiniens. Et comme vous l'avez souligné, c'est effectivement un fait nouveau, tous les Palestiniens des territoires occupés, ceux de Jérusalem-Est qui sont victimes d'une politique d'expropriation et de colonisation permanente, avec toutes les humiliations qui vont avec, et puis ceux qui vivent en Israël avec des incidents violents tout à fait nouveaux dont vous avez souligné l'importance. Et cette situation a été amplifiée toutes ces dernières années par l'attitude de l'administration Trump et l'impunité internationale du gouvernement de Netanyahou. Alors, ma question, c'est quelles initiatives politiques pouvons-nous prendre, ou serait-elle souhaitable, pour reprendre le chemin d'une solution politique? Parce que le cessez-le-feu, de toute façon, ne suffira pas, parce que vous l'avez dit, c'est le retour de la question palestinienne. Vous dites que la France agit. Je dirais que la France a un grand mérite, c'est qu'elle n'a pas quitté ses positions fondamentales en faveur de la solution à deux États. Et c'est déjà extrêmement important dans la situation internationale. Mais la France agit peu pour une nouvelle initiative politique. Le Parlement avait voté une résolution pour la reconnaissance de l'État de Palestine, elle est restée lettre morte. Et depuis, il n'y a pas eu d'initiative. Nous avons attendu pendant des années le plan américain, dont on sait ce qu'il a été. Et aujourd'hui, on ne voit pas venir une initiative politique sur la solution politique.
Donc, quelle initiative pourrait être prise, qui soit une initiative de discussion ou des initiatives de sanctions, notamment contre la colonisation. Et enfin, ma dernière remarque, concernant les élections palestiniennes, vous soulignez à juste titre que l'annulation de ces élections est un gros problème, parce que je crois que la tenue d'élections palestiniennes serait un des éléments de la solution politique. La France n'aurait-elle pas intérêt, dans ce cadre, à agir, notamment pour voir émerger de nouveaux dirigeants politiques palestiniens, à agir pour la libération de Marwan Barghouti, dont vous avez cité le nom, et qui pourrait devenir un acteur politique qui ne laisserait pas le Hamas prendre le flambeau, comme vous le dites. Merci Pierre. François Bonneau. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Consul Général, j'aimerais savoir quel regard vous portez sur la démocratie israélienne. Je veux dire par là que la difficulté pour ce pays à dégager une majorité et le fait que quelques députés qui parfois ne représentent, et loin s'en faut, la majorité de l'opinion du pays permettent d'obtenir des décisions qui, effectivement, de par leur poids et parce qu'ils sont en capacité de faire basculer un gouvernement et rendent effectivement la situation complexe. Mais j'aimerais avoir votre regard sur cette situation et tous les remous que ça provoque dans le pays. Merci François. Alain Houpert. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Consul Général, Benjamin Netanyahou a fait contre l'épidémie de Covid, la vaccination, son cheval de bataille, voire un argument politique du Likoud. Ma question sera très courte. Il y a une différence entre deux populations, la population israélienne et la population palestinienne. J'aimerais savoir si les ratios de vaccination sont égaux dans les deux populations. Merci. Merci. Enfin, Olivier Cigolotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Consul Général, les États-Unis ont appelé au cessez-le-feu au même titre que l'Égypte, le Qatar, la Jordanie et bien d'autres pays, mais dans le même temps ont refusé l'intervention du Conseil de sécurité de l'ONU, alors présidé par la Chine. Cette situation est quelque peu paradoxale. Se poser la question du rôle de la Chine, c'est peut-être sous-estimer le rôle qu'elle joue dans cette région du Moyen-Orient. Ma question est simple, est-ce que le gouvernement de Pékin entretient des relations suivies avec Israël et l'État palestinien? Et est-ce que l'on peut désormais considérer que la Chine est le nouveau poids lourd diplomatique dans cette région du Moyen-Orient? Merci, Monsieur le Consul Général. Voilà, alors une dernière intervention, Michel Gréaume. Merci, Monsieur le Président. Voilà, même si on parle aujourd'hui du départ éventuel de Benjamin Netanyahou, la plainte sur les crimes de guerre et sur les crimes contre l'humanité, c'est également sur le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères qu'allait adresser cette plainte. Alors, ne croyez-vous pas que la France doit prendre ses responsabilités et peut-être continuer à exiger la protection du peuple palestinien? Merci. Voilà, Monsieur l'Ambassadeur, un certain nombre de questions complémentaires. Merci. Donc, si vous m'entendez bien, parce qu'il y a eu une toute petite coupure à un moment, oui. Je vais essayer de répondre rapidement aux différentes questions. Je vais les prendre dans l'ordre, sachant qu'elles sont toutes complémentaires. La question, je crois, de monsieur, je n'ai pas noté, de monsieur Joël Guerriot. C'est cela, oui, c'est Joël Guerriot. Voilà. D'accord. Sur le bureau d'Al Jazeera, le bureau d'Al Jazeera et de l'agence américaine Associated Press ont été dans un bâtiment qui a été détruit à Gaza. Nous n'avons pas d'indication particulière sur cette affaire, enfin plus que tout ce qui est sur la place publique. Ce que je peux dire, c'est d'une part que dès que Associated Press et Al Jazeera se sont retrouvés à la rue, le bureau de l'agence France Presse à Gaza a accueilli ces deux confrères dans leur bureau. Ce qu'on peut quand même observer, c'est que du côté, alors pas sur Al Jazeera, mais sur Associated Press, évidemment, ça a provoqué un émoi considérable aux États-Unis.
Le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères a appelé aussitôt après le président de l'agence de presse. Et évidemment, ça, je ne sais pas si ça a contribué à accélérer le réengagement américain. Je dis juste que dans l'opinion américaine, c'est un facteur qui a été quand même important. Mais je n'ai pas d'indication spécifique sur la destruction de ce bâtiment, si ce n'est effectivement ce que l'on en sait tous et les arguments qui ont été mis en avant par les Israéliens pour le viser, indiquant qu'il y avait un bureau de renseignement du Hamas à l'intérieur de ce bâtiment, ce qui est possible, mais très honnêtement, je ne le sais pas. Le niveau de présence ou d'influence du Hezbollah à Jérusalem, honnêtement, il n'y en a pas vraiment, en ce sens que le Hezbollah, comme vous le savez, est un mouvement libanais et pas un mouvement palestinien. De surcroît, c'est un mouvement chiite, alors que les Palestiniens sont sunnites, et que s'agissant d'une représentation politique de l'islamisme, que ce soit le Hezbollah au Liban, qu'il s'agisse du Hezbollah au Liban, en Palestine, ce mouvement porte un nom principal, c'est le Hamas. Donc non, il n'y a pas une influence directe du Hezbollah à Jérusalem, ni dans les territoires palestiniens. Il peut y avoir peut-être de la sympathie dans une partie de l'opinion publique palestinienne à l'égard du Hezbollah, mais pas véritablement. La question sur le Hezbollah, c'était de savoir si, et là ça aurait posé un problème militaire majeur, c'est si pendant qu'il y avait depuis le sud des roquettes qui étaient tirées par milliers depuis la bande de Gaza sur Israël, si le Hezbollah avait fait la même chose depuis le nord, c'est-à-dire depuis le Liban, là on aurait été véritablement dans une configuration d'une toute autre nature. Monsieur le sénateur Tedeschini, vous avez posé une question pour le compte du sénateur Gilbert Roger, auquel je souhaite un prompt rétablissement. Est-ce que le processus électoral peut reprendre? Que peut faire la France? Il peut reprendre, nous souhaitons qu'il reprenne. Il faut tenir quand même compte de la conjoncture dont je vous parlais dans mon exposé liminaire, c'est-à-dire que le rapport de force actuellement est plutôt favorable et même nettement favorable, d'après ce qu'on nous dit, au Hamas. Il est certain que le renouvellement démocratique est une condition et de la légitimité de l'autorité palestinienne et de la stabilité de l'ensemble régional. L'unité palestinienne, les élections devaient y conduire, c'est-à-dire au fond réconcilier le Fatah et le Hamas, réconcilier la bande de Gaza et la Cisjordanie et permettre à l'autorité palestinienne, et peut-être que la reconstruction de la bande de Gaza y contribuera, de reprendre pied dans la bande de Gaza qui, comme vous le savez, est contrôlée depuis 2007 par le Hamas. Monsieur le sénateur Alizar, vous avez posé la question, au fond très directe, de savoir qui et que représente l'autorité palestinienne, sachant que vous n'avez plus depuis 2019 de contact avec des parlementaires palestiniens. Il n'y a plus de parlement palestinien. Qui décide? La réponse, c'est le président Abbas avec quelques collaborateurs, et il procède par décret. Que représente l'autorité palestinienne? Pour la communauté internationale et pour la France, l'interlocuteur officiel et légitime des Palestiniens, et elle est censée préfigurer le futur État palestinien dans la perspective d'une formule à deux États. En interne, parlons clair, la légitimité de l'autorité palestinienne s'érode. Et ceci pour deux raisons. D'abord parce qu'elle n'est pas appuyée par un soutien électoral, d'où la nécessité d'élections. Et puis parce qu'au fond, son rôle se réduit de plus en plus à faire la coordination avec Israël en matière de sécurité, en matière d'affaires civiles. Voilà. Donc la question de la légitimité de l'autorité palestinienne aux yeux de l'opinion palestinienne est posée. Monsieur le sénateur Philippe Folliot, vous avez posé la question au fond de la présence américaine et de l'évolution de la position des États-Unis. Le président Biden maintient l'ambassade américaine à Jérusalem. En revanche, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, le ministre Blinken, a annoncé aux Palestiniens et publiquement que les États-Unis envisageaient a annoncé l'intention des États-Unis de réouvrir leur consulat général à Jérusalem, qui aura entre autres mission, d'après ce que je comprends, celle d'assurer la relation politique avec l'autorité palestinienne. Donc oui, il y a une évolution, ça c'est très net. Je pense que cette évolution s'est accélérée
à la faveur de la crise du mois dernier. Et maintenant, les Américains sont clairement dans une dynamique tendant à reprendre langue, à reprendre coopération, à reprendre une représentation sous une forme qui reste à préciser, une représentation diplomatique, avec les Palestiniens. Et de ce point de vue-là, il y a un changement de cap qui est assez net. Et est-ce que la France peut être facteur d'accompagnement? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les positions de l'administration Biden sont plus conformes à ce qu'est le droit international, la perspective d'une solution à deux États, et à cet égard, elle se rapproche considérablement de la position européenne. Il ne faut pas en exagérer l'impact immédiat, mais enfin, l'évolution est quand même là, et elle est nette. Monsieur le sénateur Pierre Laurent, vous êtes revenu sur la question du cessez-le-feu, et très honnêtement, ce que vous dites me paraît très juste. Le cessez-le-feu est fragile, chacun en convient, et en tout état de cause, le cessez-le-feu par lui-même n'est pas une solution. Et il est une réponse immédiate, une réponse nécessaire, mais il n'est pas une solution politique durable. Bien évidemment, les positions de la France, exprimées au plus haut niveau de l'État, par le ministre des Affaires étrangères, sont connues. Nous restons fidèles à la perspective des deux États, et vous avez rappelé opportunément que la France tient ses positions. Ça peut peut-être paraître un peu statique à certains. En réalité, je pense que ça ne l'est pas du tout, et que c'est une fermeté diplomatique, un rappel des principes. De ces dernières semaines ont montré, c'est qu'en réalité, on ne fera pas l'économie d'un règlement juste du conflit israélo-palestinien. On avait un peu vite enterré le conflit israélo-palestinien, on avait peut-être un peu mis de côté la question palestinienne à proprement parler, mais cette question reste entière. Et ceux qui en ont pleinement conscience, je crois, ce sont les dirigeants israéliens, surtout après ce qui s'est passé, encore une fois, ces semaines dernières. Et évidemment, comme vous le disiez, on peut penser, très honnêtement, que des élections palestiniennes contribueraient à apporter une bouffée d'oxygène démocratique à la population palestinienne jeune, qui a envie de se prononcer, qui est formée, qui souhaite, comme tous les peuples du monde, pouvoir choisir ses dirigeants, peut-être même renouveler le personnel politique. Et dans ce contexte, la figure de Marwan Barghouti, qui, encore une fois, je le dis, est détenu à vie en Israël, et dont on avait pressenti, enfin on avait plus que pressenti, compris qu'il serait candidat à une élection présidentielle et qu'il aurait pu gagner cette élection présidentielle, évidemment, a toute son importance. Voilà. Sur la question du sénateur François Bonneau, s'agissant de la démocratie israélienne, là encore une fois, je suis prudent, je ne m'occupe pas directement des relations avec Israël. Oui, il n'y a pas de majorité, ou il y a des majorités très compliquées à trouver. Ça tient au mode de scrutin, comme je le rappelais au début, qui est à la proportionnelle intégrale, et on aboutit effectivement à des majorités extrêmement hétérogènes, comme celle qui va visiblement, je dis bien visiblement, attendons dimanche, se constituer avec un gouvernement qui réunit des forces politiques qui sont sur des sensibilités très, très écartées, très différentes les unes des autres. Monsieur le sénateur Alain Houpert, vous avez posé la question de la vaccination. La vaccination en Israël a été un succès. Le gouvernement a acheté massivement des vaccins Pfizer, et d'ici quelques semaines, c'est-à-dire sans doute à la fin du mois de juin, on peut penser que 65 à 70% de la population israélienne sera vaccinée, ce qui veut dire qu'en clair, l'épidémie sera ici derrière nous. Il n'en va pas de même pour les Palestiniens, pour lesquels la vaccination progresse, et pour lesquels il y a des situations qui sont variables. Les résidents palestiniens de Jérusalem-Est sont vaccinés comme tous les Israéliens. Les travailleurs, les 140 000 travailleurs palestiniens de Cisjordanie qui se rendent tous les jours en Israël pour travailler sont également vaccinés. La vaccination progresse avec l'achat et la fourniture de vaccins différents.
un peu de Pfizer, AstraZeneca, le vaccin russe Sputnik, des vaccins chinois dans les territoires palestiniens, mais on est à un taux qui est inférieur. On est plutôt à un taux de l'ordre de 30%. Et la situation est encore plus compliquée dans la bande de Gaza, où alors même que, y compris en Cisjordanie, l'épidémie tend à se ralentir, dans la bande de Gaza, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire, loin de là. Ce qui protège la bande de Gaza, en réalité, c'est la jeunesse de sa population qui la préserve et l'immunise en quelque sorte des effets négatifs des conséquences du Covid, même s'il y a eu des décès à déplorer. Monsieur le sénateur Olivier Cigolotti, vous avez souligné la différence qu'il y avait entre l'action diplomatique des Américains qui a accompagné le mouvement que la France a ouvert, il faut quand même le dire, en tout cas chronologiquement parlant, avec ses partenaires égyptiens, jordaniens, en faveur du cessez-le-feu, et une position beaucoup plus gardée au Conseil de sécurité. C'est vrai, effectivement, il a fallu là aussi beaucoup travailler avec les Américains pour arriver finalement à une résolution du Conseil de sécurité qui, vous le savez, a finalement été adoptée. Donc ça, c'est une chose tout à fait importante. Et la Chine, comme présidente du Conseil de sécurité, a joué tout son rôle. Et effectivement, elle a joué un rôle accru, peut-être accru par rapport peut-être au passé. Est-ce que la Chine est un poids lourd diplomatique au Proche-Orient? Honnêtement, je ne crois pas encore. Mais ce qui est certain, c'est que la Chine, ayant une vocation de puissance globale, et elle en a les moyens, elle ne pourra pas faire l'économie de s'intéresser à ce qui se passe au Proche-Orient. Elle a de bonnes relations avec Israël, elle a des projets industriels, des projets économiques, des projets d'investissement en Israël. Elle veut aussi cultiver sa relation historique avec les Palestiniens et jouer les acteurs de premier plan. Nous ne sommes pas encore tout à fait là, très honnêtement. Et enfin, je termine par la question de sénateur Michel Grémaud, je crois, sur la question de Madame Grémaud, sur la question de la protection du peuple palestinien. Vous savez, la question du peuple palestinien, la protection du peuple palestinien, c'est un sujet important, c'est un sujet majeur. Vous avez d'abord les agences des Nations Unies humanitaire, aide aux réfugiés palestiniens qui s'en occupe, toute la communauté internationale. La France est extrêmement active dans ce sens-là. Nous coopérons avec les Palestiniens, nous avons de l'aide humanitaire pour les Palestiniens, un soutien budgétaire à l'autorité palestinienne, nous sommes au plus près des populations palestiniennes. Je rappelle que l'Agence française de développement est extrêmement active dans les territoires palestiniens avec des projets structurants. Je vais prendre une illustration. S'il y a de l'eau, et c'est imparfait, dans la bande de Gaza, c'est très largement grâce à l'action de l'Agence française de développement et d'autres bailleurs internationaux. Voilà un exemple très concret. Bien évidemment, la situation est loin d'être parfaite et la question que vous posez est une question effectivement importante sur laquelle nous travaillons, je pense, collectivement, l'Union européenne, la communauté internationale et bien évidemment la France au quotidien. Voilà, j'ai essayé de répondre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, à vos différentes questions. Est-ce que, Monsieur le Président, si vous m'autorisez, parce que vous aviez dit dans votre propos introductif que la France a des domaines nationaux ici, oui, nous avons, le consulat général gère pour le compte de l'État 4 domaines nationaux, dont 3 domaines avec les communautés catholiques ici à Jérusalem. Elles sont l'objet de toute notre attention car nous sommes dans une situation de fragilité, d'incertitude et nous apportons tout le soutien à ces communautés. Nous sommes restés en contact avec toutes les communautés qui sont sous notre protection légale pendant la période de tension pour nous assurer qu'il n'y avait pas eu de violence à leur rencontre, même si certaines étaient placées dans des quartiers très tendus. Et évidemment, la sécurité de nos ressortissants français. Nous avons 45 000 concitoyens qui habitent la circonscription de Jérusalem, dont une très grande majorité sont des ressortissants, des compatriotes franco-israéliens. Nous avons bien sûr quelques ressortissants dans la bande de Gaza qui sont des binationaux, quelques ressortissants dans la Cisjordanie, et puis bien sûr des gens à Jérusalem, mais la sécurité de nos concitoyens mononationaux ou binationaux a été au cœur de notre préoccupation et nous les avons immédiatement contactés dès les tirs de roquettes sur Jérusalem, ceci pour nous assurer
que les choses étaient bien, je dirais que nous étions tous en contact et avec nos concitoyens et bien évidemment en lien et en coordination étroite avec le Quai d'Orsay. Voilà ce que je pouvais dire de manière imparfaite, mais en essayant de répondre du mieux que je le pouvais à vos différentes questions. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parfaitement répondu à toutes nos questions et vous n'avez fait que susciter plus d'intérêt encore à ce sujet. Je vous rappelle, faisant allusion en cela à nos entretiens récents lorsque nous étions vus ici à Paris, que le Sénat et la Commission des affaires étrangères a inscrit à son ordre du jour une mission qui réunirait du reste les présidents de groupe au sein de cette commission pour une mission à la fois Israël, territoire palestinien. Donc je vous serai reconnaissant le moment venu quand vous considérerez que la situation est apaisée tant à la fois sur le plan de la sécurité que sur le plan politique et qu'on puisse avoir un certain nombre de contacts intéressants. Vous me direz dans quelle échéance on peut commencer à travailler sur la préparation de cette mission. J'imagine que si c'est le cas, ce serait plutôt à l'automne, mais comme nous avions déjà reculé ce déplacement il y a un an, nous aimerions bien néanmoins pouvoir la monter avec votre appui et je sais que cette visite sera particulièrement passionnante parce que vous êtes à un poste à la fois d'action et d'observation et de contact qui nous permettra de nourrir notre réflexion. Donc vous nous direz, j'imagine, le moment venu pour qu'on se mette qu'on se prépare. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je peux d'ores et déjà vous faire part de ma première impression. Je pense que cette mission, si elle peut se faire cette année, c'est-à-dire à l'automne, ce sera une excellente chose. Je pense que cette mission sera extrêmement utile pour des raisons qui tiennent au Covid, puis ensuite aux événements récents. Nous n'avons pas eu de visite politique, c'est-à-dire ministérielle ou parlementaire, depuis maintenant plus d'1 an et demi. Donc vraiment, cette mission sera extrêmement utile et à moins qu'il y ait une catastrophe d'ici là, si la situation sécuritaire reste, comment dirais-je, à peu près stable, je pense que la situation sanitaire sera surmontée et je pense que l'automne sera un excellent créneau pour que vous veniez et nous serons vraiment à votre entière disposition pour monter cette mission, notamment du côté palestinien et à Jérusalem. Très bien. Eh bien, je prends bonne note. Monsieur l'ambassadeur, de ces indications. On va se mettre en route pour préparer ce déplacement. Merci encore infiniment et vous avez bien évidemment le soutien amical et fervent de la Commission, car vous êtes une fois de plus dans un poste délicat, compliqué, mais les éléments que vous nous avez fournis montrent que vous représentez avec toute votre équipe la France avec compétence, avec brio. On vous en remercie. Ce sont des postes vraiment difficiles et on a besoin de talents comme le vôtre pour que le drapeau français flotte, car c'est une région qui a été toujours au cœur de nos gouvernements successifs et il y a tant de liens qui nous unissent avec tous ces pays et le travail que vous y faites est vraiment extraordinaire. Donc soyez assurés de notre confiance et de notre soutien. Merci Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, je suis très sensible à ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Merci infiniment. Merci et à très bientôt.